Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information à la une du 13h présidentielle 2020 au Burkina Faso. La CENI retient une quinzaine de candidatures sur les 23 déposants. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mercredi la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 22 novembre prochain. 9 auront donc été éliminés. Il reste au Conseil constitutionnel d'arrêter à présent la liste définitive des candidats à la présidentielle, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, aux États-Unis, c'est déjà la campagne présidentielle. Et ce 7 octobre, le débat entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, s'est déroulé selon le code du genre. Rien à voir avec le chaos du premier débat, torpillé par les interruptions incessantes et agressives de Donald Trump. Un débat normal, enfin presque, une mouche est venue distraire les esprits. Bonjour et ravi de vous retrouver. La CENI vient de valider 14 candidatures à l'élection du président du Faso sur les 23 enregistrées au départ. Et cette liste se comporte des autres candidats comme Zéphiré Diabré, Rochmark Christian Kaboré ou Taïrou Bari. Sitôt la liste publiée, certains prétendants recalés ont tout de suite exprimé leur mécontentement et d'autres envisagent de faire recours. Bernard Combelem, Vincent Tiendrebego. Au sortir des travaux de la commission de validation des candidatures, c'est le soulagement pour certains qui ont réussi à passer à la dernière minute. Frustration chez d'autres, mais pour d'autres encore, leur passage réussi était presque évident. 14 candidats sur les 23 prétendants ont donc vu leur dossier validé. Ce sont Taïrou Bari, Zéphirin Diabré, Sergi Ambroise Farama, Rochmark Christian Kaboré, Yeli Monique Kam, Aruna Kindo, Edi Kombego, Ablasse Ouedraogo, Gilbert Noël Ouedraogo, Kadri Désiré Ouedraogo, Do Pascal Sessouma, Abdoulaye Souma, Aimé Claude Tassambido et enfin Yacouba Isaac Zida. Voilà la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Alors, les 9 autres candidatures sont invalidées pour des raisons qui vont du paiement de la caution à l'âge minimal requis, sans oublier le difficile parrainage pour des candidats indépendants. La mobilisation des ressources, ce n'est pas du tout facile pour un candidat indépendant. Alors, ceux qui devraient nous permettre de boucler le budget l'ont été, en tout cas, à la dernière minute. Donc, on est allé pour le versement, on n'a pas pu, le trésor était déjà fermé. Donc, au finish, nous sommes allés sans, effectivement, ce reçu-là. Vous allez remarquer qu'à partir de l'âge déjà, ils ont déjà bloqué le dossier. Et comment? Je pense que c'est des lois vraiment liberticides qu'il faut totalement changer dans un pays de plus de 75% de jeunes qui n'ont pas 35 ans. C'est inadmissible que l'on élise un président sans permettre à ces jeunes-là de se faire représenter. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons faire appel tout simplement par rapport à tout ce qui a été dit ici. Mais c'est une expérience pour nous de participer parce que ça nous a compris de comprendre beaucoup de choses. Le parrainage, il y a eu trop d'insuffisances tout simplement. Concernant la caution, il y a eu trop d'insuffisances. En attendant d'éventuels recours de certains prétendants malheureux, la liste provisoire de la CENI va être transmise au Conseil constitutionnel, habilité à arrêter la liste définitive des candidats à la présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso. Ce que les Burkinabés attendent de leur futur président du Faso en 2020, la CODEL plutôt, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections est allée aux nouvelles et à travers un sondage, selon cette étude, 79% des enquêtés marquent leur accord pour aller voter le 22 novembre prochain et 13% est réticent pour aller accomplir son devoir civique. Pour les priorités du prochain quinquennat sont, selon les interviewés, la sécurité, la santé, l'emploi des jeunes, l'éducation et l'accès à l'eau potable tiennent à cœur les Burkinabés. Césaire Carrefour, Maxime Zango. Deuxième du genre, après celui de 2015, ce sondage, selon ses initiateurs, est de capter les opinions des populations sur les politiques publiques prioritaires. Objectif, influencer les différents candidats à l'élection présidentielle de 2020.
Au total, ce sont 2534 personnes âgées de 18 et plus qui ont été sondées entre le 15 et le 23 juillet dernier. De la perception de la situation du pays, 32% de la population estime que le Burkina est un pays sous haute menace terroriste et 31% pensent que le Burkina est un pays malade qui a besoin d'un médecin à son chevet. S'agissant des élections du 22 novembre prochain, 40% des personnes interrogées estiment qu'elles apporteront une thérapie aux maux qui minent le pays et 20% pensent par contre qu'elles sont sans incidence sur la situation nationale. Pour les intentions de vote, 79% des personnes interrogées disent qu'elles iront aux urnes contre 13,7% qui ne veulent pas voter. Très attendu du président qui sera élu, et cela dans l'ordre des priorités, la sécurité 55,8%, la santé 11%, l'emploi des jeunes 8%. Selon Maître Alidou Ouedraogo et ses camarades, la CONEL va déployer des observateurs à travers le pays pour s'assurer de la transparence du scrutin. Et puis le cadre de dialogue gouvernement-président des conseils de collectivités territoriales pour un meilleur suivi et l'évaluation du processus de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités. Le Premier ministre Christophe Dabiré vient d'entamer les travaux de l'édition 2020 sous le signe du bilan des transferts des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Roger Cam, Nathalie Kaoré. Après 2 décennies de mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso, la nécessité s'impose pour les principaux acteurs du domaine de dresser le bilan et définir les actions futures. En ce qui concerne le bilan, malgré le contexte du Covid-19 et de l'insécurité, le gouvernement se félicite des acquis engrangés en matière de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales. De 2019 à 2020, il y a près de 300 milliards qui ont été transférés, comme dit Madame la ministre déléguée, donc, qui permettent donc aux collectivités de travailler. Ça, c'est uniquement au niveau de l'État, mais il y a également les partenaires techniques et financiers qui font des transferts. Donc, nous pouvons dire que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc on peut améliorer, parce que c'est quand même les structures de base qui travaillent pour le développement. C'est-à-dire les collectivités territoriales vont s'organiser librement, mais également donc, prendre des engagements pour réaliser des projets qui rentrent dans le cadre de leur épanouissement. Malgré les acquis, des préoccupations sont à résoudre pour plus de résultats dans le processus de la décentralisation. Le Premier ministre exhorte les membres de son gouvernement, les présidents des conseils régionaux et les élus locaux à des échanges constructifs. Un transfert progressif des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans tous les domaines s'impose. Ainsi, la première rencontre de 2018 a permis de faire le point de la mise en œuvre de ce transfert. Il en est ressorti qu'il s'agit là d'une pierre angulaire de notre processus de décentralisation. Les meilleures réponses à la problématique du transfert des ressources aux collectivités territoriales dépendent de la richesse et de la qualité de ces échanges, ainsi que de la capacité des acteurs locaux à gérer efficacement les compétences concédées. En attendant les conclusions des travaux, les présidents des conseils régionaux et les élus locaux, par la voix du maire de la ville hôte de cette rencontre, saluent les efforts déjà consentis par le gouvernement en matière de transfert de compétences vers les collectivités. Une gratitude est également exprimée à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les actions de décentralisation au Burkina Faso. Les deuxièmes rencontres de la formation professionnelle et de la création d'entreprises au Burkina Faso réunit la jeunesse entreprenante et les experts internationaux. Un rendez-vous d'incubation pour accompagner les jeunes dans la création d'entreprises. Les détails avec Bernard Kombelem et Vincent Tiendrebego. La cour du Sénasa transformée en marché le temps de 48 heures. Les exposants sont venus de plusieurs régions du pays. Ici, les produits locaux sont à l'honneur
Et parmi les visiteurs, il y a des VIP comme l'ambassadeur de France qui n'hésite pas à faire des achats. J'aime bien tester, goûter, et puis en même temps un peu encourager aussi les gens qui travaillent. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des activités qui sont présentées, notamment tout ce qui concerne l'énergie solaire, la soudure, la métallurgie, mais en général. Il y a une grande innovation, c'est les assistantes maternelles avec l'atelier de garde d'enfants. Nous sommes aux rencontres de la formation professionnelle et de la création d'entreprises, 12e édition, organisée par Expertise France, en partenariat avec le ministère burkinabé de la Jeunesse, l'Union européenne étant le partenaire financier de ce programme. L'enjeu de ces rencontres, de cette deuxième rencontre, c'est bien évidemment de promouvoir l'ensemble des artisans et des métiers qui ont été soutenus par le programme depuis 2 ans. Et on voit aujourd'hui, comme l'indiquait l'ambassadeur de France, une évolution dans les métiers, une évolution dans le professionnalisme des artisans qui exposent aujourd'hui leurs produits. Donc c'est d'abord une première étape. Et bien sûr de faire découvrir aux Wagalais ces produits qui sont fabriqués en province et qui sont aussi pour eux. Et je pense qu'il faut qu'on promeuve le Made in Burkina. En plus des nationaux, des experts sont venus de plusieurs pays. Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Aquitaine de France, pour des panels, des tables rondes et des partages d'expériences. L'objectif ultime est de susciter et de dynamiser l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes et les femmes, comme moyen de résorption du chômage et de la prospérité économique de Burkina Faso. Au tribunal du commerce de Ouagadougou, un nouveau président et un juge de siège prennent fonction. C'était ce 7 octobre à Ouagadougou donc. Il s'agit d'Alain Zerbo et d'Hassana Traoré. Avec l'équipe dirigeante du tribunal, ils comptent poursuivre la dynamique enclenchée, notamment la modernisation mais aussi la transparence. Amadou Marcelto. Alain Zerbo est le nouveau président du tribunal de commerce de Ouagadougou. Il remplace Safieta Kwanadera qui a passé 5 ans à la tête de l'institution. J'ai pu apporter ma pierre tel que je le pouvais. Je pars en tout cas avec un sentiment de satisfaction pour un travail assez bien accompli. Précédemment vice-président du tribunal de commerce, Alain Zerbo envisage d'assurer la continuité du travail abattu par ses prédécesseurs. Le prédécesseur a déjà fait un travail merveilleux à la suite d'autres qui l'ont précédé. Alors donc c'est la continuité. Mais nous constatons aussi que les exigences des justiciables sont de plus en plus croissantes. Nous sommes dans une perspective du renouveau de la justice. C'est l'environnement économique international d'ailleurs qui l'impose. C'est l'évolution des mentalités et nous tâcherons de nous mettre en adéquation avec ces aspirations des justiciables. Des défis que le président entrant entend relever avec le soutien de ses collaborateurs. Avant le tribunal de commerce de Ouagadougou, Alain Zerbo a servi dans les tribunaux de grande instance de Boubou Dioulasso et Zignari comme président. La radio et la télévision pour renforcer le travail des éducateurs. Le projet radio-télé éducative du ministère en charge de l'éducation est en route. Ce 7 octobre, un atelier de validation s'est ouvert pour finaliser les différentes composantes du projet, à savoir une radio, une télévision, mais aussi du numérique éducatif. Explication Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. Une chaîne de radio-télévision pour les élèves vivant dans les zones où les écoles sont fermées en raison de l'insécurité. L'initiative est du ministère en charge de l'éducation nationale à travers le projet de création de la radio-télévision éducative. Cette chaîne de radio et de télévision permettra surtout à ces élèves de maintenir leur niveau. Il s'agit de l'adoption donc de ce document de mise en route, donc la radio-télévision éducative. Et après cela, maintenant, ça va être le processus donc accéléré d'acquisition du matériel et de mise en route de cette radio-télévision éducative qui va contribuer énormément au maintien donc, des élèves hors école liés à la crise sécuritaire ou liés à la crise à tout autre type de crise. Selon les acteurs de l'éducation, la radio-télévision éducative vient renforcer le système éducatif,
mais ne saurait remplacer les enseignants. C'est un outil qui permet de maintenir les élèves, parce qu'on ne peut pas les évaluer à travers ce canal. Mais à côté de cela aussi, c'est un outil qui va permettre aux autres élèves qui sont dans des situations favorables d'activité pédagogique d'avoir des ressources numériques en ligne, d'avoir donc une télévision, une radio qu'ils pourraient donc suivre ou écouter afin de pouvoir réviser et adapter leurs connaissances. Financé par la Banque mondiale, ce projet de radio-télévision éducative s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. À terme, ce projet va contribuer à la formation continue des enseignants et à offrir un service éducatif au grand public. Servir de repère aux plus jeunes et susciter en eux une émulation saine, c'est le rôle que s'est donné les anciens élèves de l'école primaire du village de Saptenga. Nous sommes dans la commune de Tenkodogo. Réunis en association, ils sont venus en soutien aux plus méritants de l'année scolaire écoulée à travers la journée d'excellence scolaire. Les récompenses étaient nombreuses. Une cérémonie suivie pour nous par Konsoum Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Ramatou Tarnagda, meilleur élève au BEPC dans le village de Saptenga, reçoit ici un vélo et un ski scolaire. Ce prix lui est décerné à l'occasion de la journée d'excellence Koudoulé du village, une récompense qui sonne comme une invite à redoubler d'efforts. Je promets à l'État de bien faire, bien travailler, demain pour être la présidente pour CAPA de ce pays. Comme elle, ce sont 34 autres élèves du primaire et du collège d'enseignement général qui ont été primés à cette cérémonie qui leur est dédiée. Les premiers de chaque classe du CEP1 jusqu'en 3e ont reçu chacun un kit scolaire et les élèves ayant réussi aux examens du CEP et du BEPC ont également reçu des vélos. En plus des élèves, la meilleure enseignante du village a également été récompensée, une récompense qui ouvre des perspectives meilleures pour les lauréats. Ces récompenses visent un double objectif. D'abord, féliciter ceux-là qui ont bien travaillé, les encourager à mieux faire, mais aussi créer une saine émulation à l'endroit de ceux-là qui ont moins travaillé. C'est l'excellence aujourd'hui qui est la clé aujourd'hui du succès de notre population. Si on ne promouvoit pas l'excellence scolaire, la relève ne sera pas assurée. Cette journée de l'excellence scolaire est organisée par l'Association des anciens élèves de l'école de Saptenga, une association créée en 2010 et qui œuvre dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'immigration, entre autres. Et en culture, le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, Abdul Karim Sango, a procédé au lancement du CLAP 2020 de l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École, ISIS SE. Au total, plus de 21 films de 18 étudiants de l'Institut issus de 8 pays africains seront réalisés pour ce CLAP 2020. C'est Kouzango pour les détails. Ça tourne à l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École. Les premiers responsables du département de la culture et de la communication donnent le top départ CLAP ISIS 2020, une série de réalisations de films documentaires et fiction par des étudiants. Chaque film, au-delà des thèmes qui relèvent de la libre création de chaque étudiant, chaque film devait être le reflet de l'engagement citoyen sur ce continent. Chaque film devrait contribuer aux changements sociaux. Mais les thématiques restent très libres. La jeunesse que nous avons vue aujourd'hui, formée et bien formée, est un signe que le cinéma burkinabé, le cinéma africain a de l'avenir. Cette année, 21 projets seront réalisés à travers les artères de la ville de Ouagadougou. Les formats des films varient entre 6 et 26 minutes en fonction du niveau d'études de chaque étudiant. Karine Stella, de nationalité étrangère, présente son projet dénommé Nano. Mon film est intitulé Nano. C'est un film documentaire de 26 minutes. C'est le portrait d'une jeune étudiante en deuxième année économie à l'université de Ouagadougou et qui est naine. Elle mesure 1,20 m, donc c'est son portrait que je voudrais faire afin de présenter à la nation burkinabé et bien d'autres encore la motivation de cette jeune fille à être. Donc je suis et j'existe donc. Du matériel de tournage est ici remis aux étudiants pour la réalisation de leur projet. L'ISIS bénéficie de l'accompagnement de partenaires tels que les ambassades de Chine et de Cuba, ainsi que l'UNICEF.
Il a formé depuis sa création en 2006 plus de 200 étudiants de 21 nationalités différentes. Aux États-Unis, c'est déjà la campagne présidentielle et ce 7 octobre, le débat entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, s'est déroulé selon les codes du genre. Rien à voir avec le chaos du premier débat torpillé par les interruptions incessantes et agressives de Donald Trump. Un débat normal, enfin presque une mouche est venue distraire les esprits. Regardez. Des mesures de protection sanitaire renforcées et un débat ferme mais courtois, pas un pugilat verbal. Tout ceci était bien loin de la cacophonie du premier débat présidentiel télévisé il y a une semaine. Le face-à-face des colistiers de Donald Trump et Joe Biden, l'actuel vice-président Mike Pence et la candidate démocrate Kamala Harris, était très attendu. Ils se sont notamment affrontés sur la gestion du Covid-19. Un sujet d'autant plus sensible que c'est Mike Pence qui est aux commandes de la cellule de crise de lutte contre le Covid à la Maison-Blanche depuis février. Le peuple américain a été témoin de ce qui est le plus grand échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays. Et voici les faits. 210 000 personnes sont mortes dans notre pays. Plus de 7 millions de personnes ont contracté la maladie. Ce à quoi Mike Pence a répondu, dès le premier jour, le président Trump a fait passer la santé du peuple américain avant tout. Il n'y avait pas plus de 5 cas aux États-Unis que le président Trump a fait ce que personne n'avait fait. Il a suspendu tous les voyages en provenance de Chine, la deuxième économie du monde. Mike Pence a plus tard reproché à Kamala Harris d'avoir dit qu'elle ne prendrait jamais un vaccin anti-Covid si Donald Trump lui demandait de le faire. Il l'a accusé de saper la confiance des Américains dans le vaccin en préparation. Arrêtez de faire de la politique avec la vie des gens. La réalité est que nous aurons un vaccin, nous le croyons, avant la fin de cette année. Le débat a aussi tourné autour des impôts de Donald Trump et de ses accointances et décisions en politique étrangère. Il serait bon de savoir à qui le président des États-Unis, le commandant en chef, doit de l'argent, car le peuple américain a le droit de savoir ce qui influence les décisions du président. Ce que nous avons vu avec Donald Trump, c'est qu'il a trahi nos amis et fait ami-ami avec les dictateurs à travers la planète, a-t-elle martelé. Concernant les violences policières contre des Afro-Américains, Mike Pence a qualifié les prises de position de Joe Biden de grandes insultes pour les hommes et les femmes qui servent dans les forces de l'ordre. Pour sa part, Kamala Harris, ancienne procureure de la Californie, a déclaré qu'elle ne se laisserait pas sermonner parce que les démocrates disent qu'il y a un racisme systémique dans le pays. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse dominée par la Côte d'Ivoire et les tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle, mais aussi un sujet en nation s'est invité dans cette lecture croisée des journaux, l'affaire de la mosquée de Pazani dans la capitale burkinabé. La revue de presse est signée Sekou Zongo. Décision salutaire du gouvernement reprise par la majorité des quotidiens. De quelle décision s'agit-il? Réponse de l'observateur Palga. L'État veut s'approprier le terrain litigieux de Pazani. Et selon le porte-parole du gouvernement dans les colonnes du journal, une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État et il n'y aura plus de polémique entre les deux acteurs. Décision saluée par la Fédération des associations islamiques du Burkina et reprise par Sidouaya. Oumarou Zungrana interpelle par conséquent la jeunesse musulmane à observer de la retenue en insistant que le problème a trouvé une solution. Entendra-t-elle raison cette jeunesse musulmane? Rien n'est certain car le mouvement de la jeunesse islamique appelle à une manifestation pour exiger la reconstruction de la mosquée dans un communiqué publié par le journal Le Pays de ce jour. Et puis, la tension politique au bord de la lagune ébriée, objet de commentaires et des parutions. L'atmosphère sociopolitique est particulièrement tendue en Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Jean-Marie Toé dans la rubrique Autoregard de Sidouaya. Que ce soit le rejet d'une quarantaine de candidatures à l'élection, que ce soit les suspicions contre les organes chargés de conduire le processus électoral, les germes d'une surchauffe politique sont réunis, analyse mon confrère. Ainsi poursuit Jean-Marie Toé, les institutions internationales ne devraient pas jouer les aveugles et laisser le pays foncer droit dans le mur. La radioscopie de aujourd'hui au Faso se réserve, peut-être aussi que tous peuvent se tromper
et que le scrutin peut ne drainer ni crise pré- et post-électorale. C'est le souhait de beaucoup, poursuit Pelagio Ouédraogo, mais soupire l'éditorialiste, tous les indicateurs pointent une élection à haut risque des politiciens qui se regardent en chien de faïence. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale, Noré, Gula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite du programme. Au revoir.